à tous, bienvenue dans C'est à vous. On est ensemble jusqu'à 21 h en direct en ce jeudi 15 mai. Très contente de vous retrouver. On ira à Cannes dans un instant retrouver Babette et on est ce soir en compagnie de Nathalie, Émilie, Mohamed et Laurent. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Aurélie. Émilie, quel est votre choix de l'actu? La justice n'en a pas fini avec Dino Scala, le violeur de la Sambre, affaire devenue emblématique en France, notamment avec la série Sambre sur France 2. Et bien, le dossier est rouvert, déjà condamné à 20 ans de prison pour 54 agressions sexuelles et pour viol. Il vient d'être mis en examen pour 13 nouveaux cas. On reçoit Plana Radenovic, journaliste police-justice à RTL, qui a révélé justement ces nouvelles affaires, et Margot Mathieu, l'avocate de Dino Scala. Mohamed, votre story. La mort d'une légende du service public, l'emblématique présentateur du JT de 13h et de 20h. On reviendra sur les grands moments de la carrière de Daniel Villallian. Nathalie, votre édito. Affaire Betaram ou affaire Bayrou ou la confusion des genres. On va en parler avec Paul Vanier. Bonsoir, vous êtes député La France Insoumise du Val d'Oise. Et Violette Spielbout, bonsoir, vous êtes députée Renaissance du Nord. Vous êtes tous les deux les rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire sur la violence à l'école. Et vous avez interrogé pendant 5h30 hier le Premier ministre. Laurent, dans le 5 sur 5. Je vous parle des nouveaux mots qui ont rejoint Le Petit Larousse édition 2026 qui est sorti aujourd'hui. Et il y aura une petite surprise. Tiens. Ah, et elle ne se mange pas, c'est ce que vous Non, disiez non, tout à l'heure. elle se regarde et elle se savoure. On va à Cannes retrouver Babette. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bah, dis donc. Bonsoir, chère Aurélie. Cannes, J3, et toujours du glamour, des paillettes sur le tapis rouge du Palais des Festivals. On a été ravis de revoir Andy McDowell. Voilà, toujours aussi heureuse d'être à Cannes. Diane Kruger, Léa Drucker, qui est à l'affiche du film de Dominique Moll en compétition, Dossier 137. Léa Drucker qui sera demain l'invitée de C'est à vous, très demandée par les chasseurs d'autographes. Et puis surprise, Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde de rugby, qui se fait un petit plaisir en se faisant une étape cannoise. Très heureux lui aussi d'être là au Festival de Cannes, même s'il ne présente pas de film. On va lui demander de venir faire un petit coucou, un de ces quatre, et c'est à vous. Nous, ce soir, on rend hommage à Alain Delon, la star absolue, une expo. Il est partout dans les rues de Cannes, Alain Delon, puisque c'est une expo géante à ciel ouvert qui a été inaugurée hier par Anouchka Delon et qui sera ce soir l'une des invitées de C'est à vous. Merci Babette, à tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'édito de Nathalie Saint-Cric. Nathalie, l'audition de François Bayrou par la commission d'enquête sur les violences à l'école a duré 5h30. C'était tendu par moments. Est-ce que François Bayrou vous a convaincu? Écoutez, pas vraiment, mais en tout cas, ce qui ne m'a pas convaincu forcément, c'est les attaques dont il a fait l'objet. Alors, je vais dans votre sens, que l'on ait pu trouver François Bayrou approximatif ou brouillon depuis plusieurs semaines, c'est absolument sûr et évident. Qu'il n'ait pas pris conscience que l'affaire Betaram allait lui coller au basque et l'empoisonner, notamment en feuilletonnant, se transformant en affaire Bayrou avec le récit de sa fille, c'est absolument une évidence aussi. On a l'impression qu'il a été un peu pris par surprise. Qu'il ait répondu souvent avec beaucoup d'orgueil alors que des réponses cliniques auraient été sûrement plus efficaces, c'est toujours évident. Mais quand on replonge il y a 3 mois, c'est-à-dire le 12 février, le jour de la sortie dans Mediapart de cette histoire, et que l'on regarde votre réponse aux questions d'actualité, on avait déjà l'impression, il y a 3 mois, que tout ça prenait un tour très politique. On écoute. Le mensonge d'un ministre devant la représentation nationale, a fortiori du premier d'entre eux, est d'une immense gravité. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Alors, ça avait le mérite d'être relativement clair. Les mots sont violents, menteur, pédocriminel, en s'adressant directement à François Bayrou. Mais on a atteint certains sommets hier soir. C'était un autre genre. C'était plus feutré, mais c'était tout aussi dur. Il y avait une forme d'ambiance où il y a eu des prises de position un peu personnelles. Et on avait l'impression que c'était directement François Bayrou qui était ciblé. Alors, on va écouter quelques extraits. Ça a duré, vous l'avez dit tout à l'heure, 5 heures, donc difficile de pouvoir être honnête en 5 heures. On a essayé de montrer un petit peu la tournure qu'ont pris les choses. Que cherchez-vous, monsieur le Premier ministre, à dissimuler? Votre méthode qui consiste à essayer de tirer
la réalité pour nourrir un procès en scandale. Je vais juste vous rappeler les règles. Il y a des questions et vous répondez aux questions. Je vais faire comme fait Monsieur Vanier. Et vous n'êtes pas Monsieur Vanier, vous êtes le Premier ministre de la France. Je suis le Premier ministre de la France. Vous êtes notre Premier ministre. Qui me donne, après avoir été sali tous les jours pendant 4 mois par un certain nombre de ceux qui sont ici. Pourquoi avoir consacré plus de 30 minutes de votre audition à couvrir d'injures une enseignante? Décidez que vous êtes victime d'un complot insoumis quand on vous demande simplement des comptes. La malhonnêteté de Monsieur Vanier. Dans ma commission, j'aime avoir des débats sereins. Dans ma commission, c'est pas votre commission. Elle la préside, mais un président, il dit pas dans mon assemblée. Bon, donc on a une petite échantillon pour ceux qui l'auraient raté, qui ne seraient pas restés devant la chaîne parlementaire jusqu'à 23h comme nous l'avons tous fait. Alors, que les commissions d'enquête existaient, une évidence, c'est très bien. Qu'elles soient publiques, c'est-à-dire qu'on puisse y avoir accès, c'est absolument formidable et c'est le symptôme d'une démocratie qui fonctionne. Mais quand on regarde l'intitulé de cette commission au début, alors là je vais lire pour bien faire attention, elle est sur les modalités du contrôle par l'État de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Donc c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on se penche dessus. Mais là, on a un peu eu l'impression que ça virait au duel Bayrou-Vanier, qu'il y avait un accusé et un procureur, le procureur étant vous, et que c'était pas vraiment une audition, mais un interrogatoire. On peut se dire que c'est pas exactement l'esprit des institutions, ni celui des lois, et que pas mal de personnes ont été un peu choquées. Alors il y en a un qui l'a dit, même si les autres le murmurent, c'est François Hollande. C'était avant même la soirée d'hier, quand... Pardon ? Je n'ai rien dit, madame. Ah pardon, j'ai cru. J'écoute. Écoutons François Hollande. Une volonté de chasse à l'homme qui me gêne toujours. Mais là, je ne voudrais pas qu'on transforme ce qui est quand même une douleur qui touche, j'espère, François Bayrou, mais beaucoup de familles, en une opération politique. Ça doit se distinguer. Il y a eu, Nathalie, aussi des mises en cause personnelles de François Bayrou. Oui, il y a eu des moments un peu baroques. Alors, il y a eu 2 personnes. Il y a eu vous, bien sûr, comme co-rapporteur. Et il y a eu aussi Rodrigo Arenas, qui est affilié au groupe LFI, qui a fait une sorte de démonstration qu'à titre personnel, j'ai trouvé un peu spéciale et un peu particulière. François Bayrou donne une gifle à un enfant, un soufflet, une claque à un gamin qui lui faisait les poches. C'était pendant la campagne de 2002. Donc, il est violent et maltraitant. Et donc, 3, c'est bien sûr... Il a couvert les horreurs à Bétarame, puisqu'il n'a pas tellement de respect des enfants. CQFD, c'était un sorte de syllogisme que j'ai trouvé un petit peu étrange. Et d'ailleurs, on a bien cru comprendre que globalement, ce matin, quand vous avez fait votre conférence de presse tous les deux, vous y aviez, Viollet Spilbout, pris un petit peu le large par rapport à M. Vanier, que vous étiez plus dans la volonté d'avoir une commission d'enquête constructive pour l'avenir. Et vous, un peu plus, continuez à enfoncer le clou sur François Bayrou. On verra avec attention votre rapport. C'est à la fin du mois de juin que vous devez livrer, et on peut espérer que les victimes qui le méritent bien, elles y trouvent, elles, au moins un peu d'apaisement. Vous allez réagir ce soir. On parlera de la gifle, de l'épisode de la gifle tout à l'heure. Cette affaire, elle est bien plus vaste que le cas de François Bayrou. On parle de plus de 200 plaintes étalées sur plusieurs décennies, 40, 50 ans, qui accusent des surveillants, des professeurs de violences physiques ou sexuelles. Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand vous en faites l'affaire François Bayrou? Je vais répondre à Madame Saint-Cric. Hier, j'ai subi pendant 5h30 l'agression de François Bayrou. Je peux répondre aux 5 minutes là, de Madame Saint-Cric. Est-ce que vous savez, Madame Saint-Cric, combien de personnes nous avons auditionnées? 140. À date, 140. Est-ce que donc François Bayrou, un parmi 140, réduit les travaux de notre commission d'enquête? Je ne les ai pas réduits à ça, j'ai simplement dit que ça pouvait évoquer, dès le 12 février, puisque vous étiez sur la démission de François Bayrou en parlant d'affaires pédocriminelles, ce qui est quand même un mot d'une violence extrême. Madame Saint-Cric, savez-vous à quelle date je pose ma première question à François Bayrou sur ce sujet de Bétarame? Probablement avant. Le 5. Le 11 février. Donc vous avez présenté... le 12. Oui, exactement. Oui. Comme si j'étais déjà sur le thème de la démission le 12. Savez-vous pourquoi? Vous l'avez dit, non? Enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vais vous répondre si vous me laissez aller au bout. Savez-vous pourquoi j'appelle à la démission du ministre le 12? C'est parce qu'il a menti en réponse à ma question du 11. Et vous savez, Madame Saint-Cric, moi je considère en effet qu'un ministre, a fortiori le premier d'entre eux, ne peut pas mentir à la représentation nationale. Et s'il y a peut-être une chose que vous n'avez pas dit à nos téléspectateurs qui en effet peut-être n'ont pas vu les 5h30 de l'audition d'hier, c'est que nous avons appris une chose hier, c'est que François Bayrou confirme avoir menti à plusieurs reprises devant les députés. C'est pas exactement votre version, Clémentier. Scoop. Viollet Spilbout et moi ne sommes pas toujours d'accord. Non mais c'est très important le mensonge. Il faut quand même qu'on explique, je termine parce que les téléspectateurs qui prennent l'émission en train ne savent pas forcément le 11 février ce que François Bayrou a dit. Donc pourquoi vous l'accusez de mensonge? François Bayrou, pendant 3 mois, a dit « je ne savais rien ». Et hier, il a dit « je savais ». Et vous voyez, ça, c'est le travail d'une commission d'enquête. Et ça, c'est grâce
aux questions précises que nous lui avons adressées, que nous avons au moins cette vérité. François Bayrou savait à partir de 1996 pour les violences physiques, à partir de 98 pour les violences sexuelles. La question que nous lui avons posée après, c'est qu'a-t-il fait? Graves et sexuelles. Il a parlé de sévices physiques, par exemple. Attendez. Il a reconnu ces éléments-là. On peut y revenir en détail, mais vous voyez que la commission hier, l'audition hier, elle nous a permis d'avancer. Vous l'avez réduit. Mais attendez, je ne l'ai pas réduit du tout. C'est dommage parce que nous avons consacré beaucoup de travail à cette préparation. Et je crois que c'est intéressant pour ceux qui ont la préoccupation de ce sujet de leur restituer l'ensemble des choses. Qu'on s'est posé des questions en disant qu'il y avait plusieurs versions. J'ai commencé par ça. Il y en a toute une page. Et que vous avez essayé d'être précis. À partir de là, est-ce que vous considérez qu'il a menti? Moi, j'ai dit que je le croyais. J'ai vu un Premier ministre qui a été extrêmement combatif. Il assurait la défense de son honneur, parce que son honneur est bafoué depuis de nombreux mois. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait rien de très surprenant hier dans cette audition, en réalité, à la fois dans l'attitude de François Bayrou, ni dans les questions de mon co-rapporteur que nous avions préparé, équilibré ensemble. Je savais ce qu'il avait dit. Je n'ai pas de mauvaise surprise avec Paul Vannier. Mais avant même de m'engager dans cette commission d'enquête, nous savions tous, vous saviez, vous les journalistes, quel était l'objectif politique de François Vannier, mais aussi de Paul Vannier. C'est un mélange étrange. de Paul Vannier, mais aussi quel était le travail qu'il souhaitait mener dans cette commission d'enquête. Vous ne répondez pas à la question, parce qu'en effet, je voudrais qu'on soit clair. Le 11 février dernier, à l'Assemblée nationale, quand vous interrogez François Bayrou, il dit n'avoir jamais été informé de violence ou de violence a fortiori sexuelle, jamais. Là où sa version va changer face à vous hier, c'est qu'il reconnaît ne pas avoir été mis au courant de violences graves. Il est là le changement de discours. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, François Bayrou a menti. Juste, pourquoi, Violette Spilbout, vous n'êtes pas d'accord sur ce point? Pourquoi, selon vous, François Bayrou n'a pas menti devant l'Assemblée le 11 février dernier? En fait, je pense qu'il était dans des questions au gouvernement, dans un moment, malgré tout, de surprise, même si Paul Vannier a rappelé les questions de Mediapart auxquelles il n'a pas répondu. Je crois qu'il y a une grande partie des souvenirs qu'il a évoqués hier, il l'a dit lui-même, qui sont extrêmement confus. Il a fini par reconnaître la conversation avec le juge Mirande, sur lequel, là aussi, il avait donné plusieurs versions, en disant tout simplement « je fais confiance en mon ami qui, lui, doit avoir une très bonne mémoire des faits ». Donc, on sent qu'il y a eu des hésitations, des précisions. Moi, je pense que le jour où il est devant nous, sous serment, dans une commission d'enquête extrêmement importante et une audition importante, il dit la vérité et il dit surtout ses convictions, qui est que jamais, en tant qu'homme, comme Premier ministre, ou comme ministre de l'Éducation, il n'aurait pu couvrir. Ça veut dire que dans la commission d'enquête, spécifiquement hier, vous pensez qu'il n'a pas menti. C'était avant vous. Je l'ai dit ce matin, je n'ai pas, à cette heure, la possibilité d'affirmer qu'il a menti sous serment. Je vais examiner en détail ces déclarations pour le vérifier. Mais moi, je n'avance pas de choses comme ça au hasard. Quand je dis que François Bayrou a menti, c'est parce que j'ai des éléments pour le faire. Ce n'est pas une interprétation. C'est parce que rapporté à de la chronologie, au travail des journalistes, aux témoignages de victimes, à ceux que nous avons recueillis sous serment, à une série de documents que nous sommes allés chercher partout en France, eh bien, je peux affirmer en effet que entre les déclarations d'hier devant la commission d'enquête et de très nombreuses versions antérieures de François Bayrou, il y a un écart considérable et il y a là le signe de mensonge répété. Il n'y aura pas de conséquences judiciaires, c'est aussi important de le dire. C'est-à-dire que hier, il témoignait sous serment. S'il a menti hier, il peut y avoir des poursuites. Vous pouvez déclencher l'article 40. Il peut y avoir des conséquences judiciaires. En revanche, ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale le 11 février dernier ne l'engage pas judiciairement, puisqu'il y a une forme d'immunité. Exactement. Dans l'hémicycle, nous sommes libres et nous ne pouvons pas être poursuivis. C'est important d'ailleurs pour que la démocratie vive. Et si François Bayrou avait menti hier, il s'exposerait à une poursuite que la présidente, Fatia Kellaouachi, de notre commission d'enquête, peut décider de déclencher, ni Violette Spilbout, ni moi-même. Il y avait, en effet, on l'a vu, même on l'a perçu au début de cette émission, c'était tendu hier entre vous et François Bayrou. À plusieurs fois, ça a tourné au duel, à plusieurs reprises. François Bayrou avait sur son bureau 2 livres, Le silence de Bétara, dans lequel plusieurs victimes s'expriment, dont sa fille, et La Meute, le livre enquête sur votre parti, la France Insoumise, où vous êtes plusieurs fois cité d'ailleurs. Il a dénoncé vos méthodes. Monsieur Vannier, je connais parfaitement votre méthode qui commence à apparaître de manière absolue. D'ailleurs, cette méthode, elle est exactement décrite dans cet excellent livre dans lequel vous êtes analysé et cité. Excusez-moi. Et cette méthode, elle est décrite par Jean-Luc Mélenchon, qui est quelqu'un que je connais, je crois. Et il dit « Vous n'avez pas besoin d'être de bonne foi ».
C'est exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas la vérité, vous la déformez tout le temps. Il y a une confusion quand on voit ces images chez certains téléspectateurs d'avoir l'impression qu'on est presque au tribunal, qu'il y avait un duel en effet entre Paul Vannier et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on l'a un peu aussi dit tout à l'heure, et François Bayrou, parce que vous êtes à la fois juge et partie. Est-ce que vous comprenez ces soupçons de tribunal politique? Moi, j'ai regretté que ça ait pris la tournure d'un duel. En même temps, Paul Vannier a plusieurs fois fait des expressions à la fois dans l'Assemblée nationale, mais aussi devant de nombreux médias, mettant en cause la probité, l'intégrité du Premier ministre. Et il est arrivé avec une stratégie très offensive, une stratégie très politique, avec ce livre visible des yeux de tous. Et donc, il avait aussi, lui, choisi cette stratégie-là pour cette audition. Moi, j'ai essayé, en tant que co-rapporteur, de régulièrement rappeler que l'ensemble de cette commission d'enquête, ce n'était pas que l'audition de François Bayrou. Beaucoup de téléspectateurs ont finalement découvert la commission d'enquête et tout son travail au cours d'une seule et même audition. Et je pense que nous avons un travail de pédagogie à faire parce que, encore aujourd'hui, nous entendions 3 ministres de l'Éducation successifs avec des sujets extrêmement décisifs sur le contrôle des établissements privés sous contrat, qui est le cas de Bétarame, mais aussi le cas du village de Riaumont dans ma région, ou de nombreux établissements où il y a des plaintes en Bretagne ou d'autres régions françaises. Et donc, moi, je crois qu'il est très important de dire que oui, nous avons 2 méthodes différentes et complémentaires dans cette commission d'enquête qui sont extrêmement utiles. La méthode de Paul Vannier, c'est sur chacun des cas où il y a eu des violences systémiques, de rentrer dans le détail avec un questionnement systématique qu'il a fait pour tout le monde et qu'il a fait pour François Bayrou. Et moi, d'élargir la réflexion à l'ensemble des méthodes d'inspection de l'éducation nationale sur l'ensemble de ces établissements, là où elles ont été défaillantes. Et c'est ces sujets-là que nous travaillons ensemble pour les propositions. Et je crois que nombreuses victimes qui nous écrivent tous les jours, encore aujourd'hui, tous les jours, pour lesquels nous faisons des fois des signalements article 40 auprès des procureurs, savent que notre commission d'enquête est forte et elle est utile. Elle l'est par cette différence et cette complémentarité. Je veux dire que l'outrance, l'agressivité du Premier ministre, elle s'est dirigée contre moi, souvent, parfois contre Violette Spilbout, parfois contre la présidente de la commission, parfois contre d'autres députés, mais surtout contre Françoise Gulung. Françoise Gulung, c'est la lanceuse d'alerte qui, en 1995, c'est important, dénonce les faits de violence et s'attaquer à une lanceuse d'alerte. Sur la question des violences faites aux enfants, c'est un message dévastateur. C'est entretenir l'omerta. Voilà ce qu'a fait aussi François Bayrou hier. Je vous propose de l'écouter. Allons-y. Hier, François Bayrou a contesté les déclarations de Françoise Gulung, ancienne professeure Notre-Dame de Bétarame dans les années 90. Et c'est l'une des premières à avoir témoigné des violences subies par des élèves. Elle a répondu au micro de cet avou. Non, je n'ai pas affabulé. Disons très simplement qu'une personne normalement constituée, normalement raisonnable, ne va pas dire d'un autre qu'il affabule sans un minimum d'arguments. Il y a quand même beaucoup d'éléments externes qui sont probants, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Ça dénote un manque de préparation, un manque de rigueur dans la préparation qui me laisse baba quand même. Je pense qu'il s'est complètement enferré dans un discours dont il ne peut plus sortir. C'était le petit roi qui méprise tout le monde. Pour Alain Esquer, porte-parole des victimes de Bétarame, il ne faut pas se tromper de combat. L'important, ce sont les victimes, pas François Bayrou. Le dis et le redis, pour nous le combat il est pour les victimes et c'est sûrement pas celui de François Bayrou ou d'autres responsables politiques qui devraient s'expliquer. Je rappelle quand même une chose, c'est pas François Bayrou qui nous a agressés dans l'établissement de Bétarame. Il y avait un certain nombre d'agresseurs, il y avait toute une communauté éducative, ces gens-là ne s'expliquent pas, on ne les entend pas. On a beaucoup travaillé à cet avou sur l'affaire Bétarame. On a entendu beaucoup de victimes qui ont témoigné sur notre plateau ou même dans nos reportages et qui nous disent on en a un petit peu marre qu'on ne parle que de François Bayrou, notamment dans les médias et notamment à travers cette commission d'enquête. Est-ce que vous comprenez la tristesse, la colère de ces victimes-là ? Je comprends que ces derniers jours,
le focus des médias porté sur François Bayrou Pas que ces derniers jours. et fait cela ces derniers jours. Parce que quand on regarde bien depuis le début de la commission d'enquête, nous avons évoqué énormément de sujets de responsabilité, celles de ministres d'ailleurs, pas seulement de François Bayrou, et pas des responsabilités individuelles. C'est pas ça qui nous intéresse. On va pas juger Jean-Michel Blanquer ou juger Ségolène Royal. On va les interroger et on le fait régulièrement parce qu'ils ont eu une action publique à un moment suite à des plaintes, des signalements. Parce qu'on dit tout le temps les victimes n'ont pas pu parler, c'était le silence. Mais non, dans l'affaire Bétarame, dans l'affaire Yaumont, à Notre-Dame de Garaison, il y a eu des plaintes en justice qui ont été classées sans suite. Il y a eu des prises de parole de lanceurs d'alerte ou de victimes qui n'ont pas été entendues ou suivies par l'administration. Et là, on est dans le cœur de l'objet de cette commission d'enquête. Et je crois que les 140 personnes que nous avons auditionnées, les heures d'audition que nous faisons, ne sont absolument pas concentrées sur François Bayrou. Mais il y a eu quelques auditions dans une commission de François Bayrou où tous les projecteurs étaient dirigés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des questions qui ont pu manquer, parce que c'est toute la société qu'il faut interroger. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas interrogé François Bayrou sur le silence des victimes qui ont mis des années à parler, sur le déni de cette société? Pourquoi est-ce qu'on doit détourner le regard sur l'époque? On l'a précisément fait. Vous l'avez fait, j'ai l'impression que ces questions n'ont pas été posées justement et qu'elles manquaient. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu, pour le coup, souligner, lui, François Bayrou, en préambule de la commission. Il a salué, le MeToo de l'enfance et proposé la création d'une autorité indépendante contre les violences faites aux enfants. Ça, c'est des propositions que vous allez pouvoir reprendre? Nous allons les examiner, comme toutes celles qui nous sont fréquemment adressées lors de nos auditions. Mais vous savez, tout à l'heure, vous avez montré la gifle de François Bayrou sur un enfant en 2002. François Bayrou a considéré, et peut-être vous aussi, Madame Saint-Cric, que c'était une sorte de polémique d'aborder cette Non, j'ai trouvé que le raisonnement par syllogisme, qui était celui de Rodrigo Arenas et vous-même, était il tape un enfant qui lui fait les poches, donc il est violent et maltraitant, donc il a couvert des trucs à Bétarame. Juste pouvoir répondre à la question sur les contextes, sur les cultures, parce que c'est important. Hélène Perlan, qui est une victime de Bétarame, la fille de François Bayrou, elle nous informe, elle nous renseigne sur une chose très importante, le continuum dans les violences. Elle dit, Hélène Perlan, que les violences physiques sont là pour sidérer les enfants et pour cacher les violences sexuelles. La vigilance que je crois il faut avoir et rappeler vis-à-vis du premier geste de violence physique, y compris une claque. C'est une vigilance qui protège ensuite les enfants de violences physiques plus graves et ensuite parfois des violences sexuelles. Donc quand nous interrogeons la culture de la violence dont le Premier ministre semble emprunt à travers ce geste, parce qu'il a aussi récemment, en 2023 par exemple, ce geste sur le plateau de LCI, il le décrit comme un geste éducateur. Je pose la question à François Bayrou de sa conception d'un geste comme celui-là. À l'époque, ça n'avait pas choqué. Vous vous souvenez, il avait même fait un bond dans les sondages. Peut-être, mais je veux juste rappeler qu'à cette époque-là, c'est tout à fait une autre époque, mais à cette époque aussi, la loi interdisait de frapper les enfants. La loi interdisait de violer les enfants, et fort heureusement. Donc oui, nous avons posé ces questions, celles qui renvoient à des contextes, à des cultures, pour essayer de comprendre. Peut-être que nous n'avons pas tout compris, mais c'était notre intention dans notre question. Peut-être un geste éducateur, ça voudrait dire qu'il a laissé faire ces violences-là à Bétarame? Ça peut vouloir dire que François Bayrou relativise certaines violences commises sur les enfants, qu'il les considère comme au fond acceptables, possibles, explicables. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est... peut-être une information. Vous savez, dans les échanges que nous avons eus avec les victimes, il faut rappeler que la première audition que nous avons faite, ce sont les collectifs, la dizaine de collectifs qui s'étaient déjà formés. Il y en a d'autres depuis qui se forment aussi grâce à la visibilité médiatique de cette commission d'enquête et au travail que nous faisons. Lors de ces témoignages et de ces échanges, nombreux nous ont parlé des parents ou de ceux à qui ils avaient parlé et qui relativisaient le fait d'avoir un coup de ceinturon, d'avoir été puni, humilié dans une classe avec la punition des oreilles, d'avoir eu une gifle. Et effectivement, à cette époque, on voit qu'une partie des parents ou des adultes, je vais dire des adultes, relativisaient des violences physiques, ce qui a caché des violences sexuelles dont ils n'avaient aucune idée. Aucune idée. Et là, peut-être une chose qui m'a renforcée dans ce sentiment après l'audition de François Bayrou, c'est qu'il était 23h30 et je suis ressortie et je suis allée à la salle des conférences, là où il y avait encore des députés qui travaillaient sur les soins palliatifs. Et plusieurs m'ont croisé, m'ont fait part de leurs réflexions. Et un groupe de certains d'entre eux m'ont dit « Oh, franchement, pour une gifle,
Vous avez exagéré. Dans notre temps, il y a 30 ans, Il n'y a pas que dans des notre temps. gifles. C'était en 2002 d'abord. Une Ça gifle, remonte pas au c'est pas 19e. grave. Tout le monde donnait une gifle. Bien non, je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde donnait une gifle. Je ne parle pas de celle de François Bayrou et de ce cas particulier. Je parle de cette culture qui a accepté des violences physiques ou même des humiliations, des punitions en raison de mauvais devoirs et qui finalement a caché des violences sexuelles en série qui n'ont été dénoncées que très tardivement par le système. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités ce soir. Votre rapport sera rendu en juin. Merci Violette Spilbout, vous êtes députée EPR, Ensemble pour la République du Nord, et Paul Vannier, vous êtes député La France Insoumise du Val-d'Oise.